Bonjour, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je vais faire présentement une vidéo qui va être sans aucun doute la vidéo le plus pertinent de en fait toutes les vidéos que je vais faire de ma vie parce que je vais faire une vidéo sur notre futur, qu'est-ce qui va se passer dans le 21e siècle. Alors je vais vous synthétiser le livre un des livres les plus pertinents du 21e siècle qui s'appelle La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Alors, ah ouais, je pense que c'est ça. Ouais, attendez, je vais vous faire une brève description de Laurent Alexandre. J'avais pas pensé faire ça avant la vidéo, mais. Alors, Laurent Alexandre, c'est un chirurgien urologue né à Paris. Il est chef d'entreprise. Il a été. En fait, il s'intéresse au mouvement transhumaniste. D'ailleurs, je vais vous expliquer avant de commencer vraiment le livre La guerre des intelligences, qu'est-ce que le mouvement transhumaniste. Il est fondateur du site Doctissimo, c'est vraiment un site qui a vendu à une autre compagnie après. Bref, un homme très intelligent, vraiment à suivre parce qu'il s'intéresse à notre futur, tandis que beaucoup de philosophes, beaucoup d'intellectuels s'intéressent à notre passé et notre présent. D'ailleurs, une de mes phrases qui va être dans mon premier texte philosophique que j'écris très tranquillement parce que j'ai seulement 19 ans, alors je prends mon temps pour écrire un livre à lequel un livre, on sait que ça prend beaucoup de connaissances. Euh, je vais écrire dans le livre, puis j'invente pas le bouton à quatre trous en le disant, c'est qu'à travers l'histoire de l'humanité, l'être humain a cherché à regarder surtout le passé et s'intéresser au présent. Maintenant, au 21e siècle, nous devrions se servir du passé, s'intéresser au présent, mais de surtout s'intéresser et de prévoir le futur parce que vous allez voir que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo sera vertigineux puis complètement en tout cas on va penser que c'est de la science-fiction mais en réalité c'est vraiment ce qui va se passer dans notre futur. Peut-être que certains me croiront pas, peut-être que certains vont penser que je suis fou, mais j'en ai pas grand chose à faire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est le futur. Alors, le transhumanisme. Bon, je vais pas vous décrire la définition complète. Là, je suis sur Wikipédia en ce moment. Là. Euh, bon, pour résumer, le transhumanisme, c'est que c'est un groupe qui est né dans la Silicon Valley en Californie. Ils font la promotion de l'amélioration de la condition humaine à travers des technologies d'amélioration de la vie, ayant pour but l'élimination du vieillissement et l'augmentation des capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques. L'étude des bénéfices, dangers et de l'éthique du développement et de la mise en œuvre de ces technologies. Alors, c'est vraiment, on veut, écoutez, ça touche beaucoup ça touche beaucoup de sphères du futur, notamment, c'est sûr, de toute façon, je vais vous l'expliquer plus tard, là, mais le transhumanisme, c'est notamment l'amélioration de l'humain par les technologies NBC. Technologies NBC, les nanotechnologies, les technologies qui sont de plus en plus à petite échelle. Par exemple, les microprocesseurs. Comme je vais vous dire tantôt, que Elon Musk, le créateur de Tesla, et beaucoup d'autres choses, là, on ne rentrera pas là-dedans. Elon Musk est un très gros quotient intellectuel, a créé beaucoup de choses. Mais c'est que c'est ça, les nanotechnologies. Elon Musk va faire une compagnie qui s'appelle Neuralink qui va vouloir mettre. Puis, s'il est sérieux, il y a des milliards, ce gars-là. Là. C'est pas un petit clown. Là. Fait qu'il va vraiment mettre. Vouloir, en tout cas, mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux pour augmenter nos quotients intellectuels dans le futur pour pouvoir. Que l'être humain puisse concurrencer l'intelligence artificielle. Alors, je recommence. Transhumanisme. Ok, faut pas trop que je divague là. NBC, alors nanotechnologie, biotechnologie, de l'information là. Technologie de l'information, qui est tout ce qui est internet, tout ça, big data que je vais vous expliquer plus tard, et sciences cognitives. Alors, c'est vraiment l'amélioration par les NBC de l'humain. Mais je vais essayer d'être plus concret là. C'est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Les transhumanistes considèrent certains aspects de la condition humaine tels que l'handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et indésirables.
Le transhumanisme partage de nombreux éléments avec l'humanisme, compris le respect de la raison et de la science, une volonté de progresser, une valorisation de l'existence humaine ou transhumaine. Même que certains multimilliardaires, notamment aux États-Unis, veulent vraiment la mort de la mort, c'est-à-dire l'immortalité. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le livre, La guerre des intelligences. La vidéo sera longue, mais sera probablement, je ne veux pas faire mon vantage, je ne veux pas faire mon égocentrique ou peu importe, mais je vous le dis, c'est une des vidéos. D'ailleurs, c'est un des livres, je l'ai dit au début de la vidéo, qui est le plus pertinent du 21e siècle, si c'est pas le plus pertinent du 21e siècle. Alors, premièrement, disons que, comme on le sait, l'éducation est la clé de voûte du travail de transmission du futur vers le présent. Parce que l'éducation va falloir qu'elle s'adapte très rapidement au futur du transhumanisme. L'intelligence est l'inégalité que la société corrige le moins bien aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité en matière d'avenir, mais des logiques profondes qui peuvent être infléchies à certaines conditions. Celui d'un monde où l'homme subirait son futur. L'école sous sa forme actuelle va mourir. Ah, j'ai même pas spécifié. Donc l'école sous sa forme actuelle va mourir. Là, c'est des phrases que j'ai surlignées dans le livre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Okay? Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, j'ai seulement synthétisé son livre en surlignant des phrases, je les lis tout simplement. Et j'essaie d'expliquer certaines choses pour mettre au clair. Alors, l'école de sa forme actuelle va mourir. Vous allez voir qu'est-ce que ça va devenir. Je vais y aller vraiment rapidement, vous allez voir, parce que sinon ça va être trop long. Nous devenons nous-mêmes barbares à notre propre monde, parce qu'on n'est pas prêt au futur, on n'est pas encore... encore une fois, je vais en parler plus tard, mais nos politiques sont vraiment pas prêts. En fait, aucune... exemple, au Québec, on parle pratiquement aucunement d'intelligence artificielle et du futur, donc on est vraiment pas prêt. Là. À partir de 2035, l'éducation deviendra une branche de la médecine, utilisant les immenses ressources des neurosciences pour personnaliser d'abord la transmission et optimiser ensuite bioélectriquement l'intelligence. Vers 2080, l'avènement d'un monde dominé par l'IA, l'intelligence artificielle que nous aurons créée, mais qui pourra nous échapper, tendra à fusionner les êtres vivants et l'intelligence. L'enjeu pour l'humanité deviendra alors de défendre la survie du corps physique, faisant le choix délibéré de conserver une attache matérielle pour éviter de se dissoudre dans un monde virtuel. Alors, ça me donne une petite idée au niveau de notre éducation. Et si le fantasme du futur de la créature devenant une menace pour l'homme est en train de devenir sous nos yeux une réalité avec l'intelligence artificielle? Les bases de l'IA avaient été posées dès 1940 par Alan Turing qui en 1942 et en 1943 cassa les codes d'Enigma, la machine de cryptage des messages secrets des Allemands, et permit ainsi aux Alliés de connaître les informations stratégiques des ennemis. Je sais pas si vous avez lu, si vous avez regardé le film de Alan Turing, okay, lui vraiment qui a permis en grande partie, là, c'est peu connu, d'ailleurs je pense que c'est pratiquement même pas dans nos livres d'histoire, Alan Turing est le créateur de l'informatique comme tel, avec sa machine de décryptage qui a réussi à décoder les codes d'Enigma durant la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir vraiment sauver des milliers et des milliers de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. Création de l'informatique par Alan Turing. Des faits. 97, l'ordinateur Deep Blue bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Dès 2015, l'IA réalise en quelques minutes des analyses cancérologiques qui prendraient des décennies à des cancérologues en chair et en os. Le cerveau est certes un ordinateur fait de viande. Sa particularité, grâce à l'interconnexion de ces milliards de neurones, notamment 100 milliards environ, peut-être un peu moins parfois, là, certains parlent de 70 milliards, mais environ 100 milliards de neurones chez l'être humain. Et notre cerveau biologique est capable d'appréhender des situations inconnues, d'inventer, de réagir à l'imprévu et de se reprogrammer en permanence. Neuroplasticité, on en parlera plus tard. La phase 2, commencée vers 2012, correspond à l'ère du deep learning, avec les programmes dépassant l'homme, par exemple, en reconnaissance visuelle.
Le deep learning permet à un programme d'apprendre à se représenter le monde grâce à un réseau de neurones virtuels effectuant chacun des calculs élémentaires. Alors, on voit l'émergence de neurones virtuels. Intelligence artificielle, bien sûr. Le spécialiste Andrew Ng explique que si l'on pense à l'IA à court terme, il ne faut pas imaginer une conscience artificielle, mais plutôt un automatisme dopé aux stéroïdes. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Il va y avoir une forte que je vais vous expliquer plus tard. Cette troisième génération d'IA qui émerge à peine ne serait disponible que vers 2030. La quatrième âge de l'intelligence artificielle sera l'apparition d'une conscience artificielle. Une telle IA dite forte serait capable de produire un comportement intelligent, d'éprouver une réelle conscience de soi, des sentiments et une compréhension de ses propres raisonnements. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Là, on est en train de parler d'un robot qui va être conscient autant que nous. Il va se créer elle va se créer des neurones artificiels, bien sûr, mais par elle-même. Et on est déjà là. Je me souviens pas quel laboratoire, mais qui a fait ça, mais je sais qu'on a été capable de créer des neurones artificiels. Ok, ça c'est Luc Ferry pour ceux qui le connaissent. Et là, les neurones artificiels étaient capables d'échanger ensemble. Okay, au début, c'était 2 paquets de neurones artificiels. Et après ça, on créait par de l'information d'autres neurones artificiels, par de l'information de Facebook, YouTube et tout. Mais là, après ça, les neurones artificiels échangeaient entre eux autres et se créaient des neurones ensemble. Ça veut dire que la conscience au niveau de la quatrième âge de l'IA, l'IA, je vais le répéter 1000 fois dans la vidéo, là, mais l'IA, je pense que vous avez compris, c'est intelligence artificielle, a une conscience. Là, on n'a pas encore fait vraiment de robots, mais on a des neurones présentement qui sont capables d'échanger ensemble, puis on ne sait pas ce qu'ils disent. On ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables d'échanger, puis qu'est-ce qu'ils disent ça. On ne sait rien de ça, mais on sait que ça existe déjà une conscience à petite échelle par quelques neurones artificiels finalement des futurs neurones d'une intelligence artificielle forte. Donc, c'est vraiment, là, ça se passe live, maintenant. Alors, mais il existe une grande différence entre l'apprentissage du bébé et celui de l'intelligence artificielle. Il ne faut en effet au petit humain qu'un nombre limité d'associations d'images, non pour faire le lien, alors qu'il en faut des millions à l'IA. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. C'est l'agrégation de ces milliards de petits calculs qui donnent la puissance et la capacité d'interaction moteur de l'IA. Les réseaux de neurones structurent désormais de très nombreux secteurs industriels et militaires sensibles qui pourraient subir des cyberattaques de complexité croissante. La morale est une science inexacte, pleine de contradictions et d'à peu près tout le contraire d'un calcul informatique et d'une équation. Ça veut dire que, si je fais une petite parenthèse philosophique, l'éthique, la morale devient extrêmement compliquée avec une intelligence artificielle qui se nourrit d'ailleurs, on va sûrement le dire plus tard, je le répéterai au pire, c'est que Facebook, Amazon, mais c'est sûr que je l'ai souligné en fait, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais vous allez voir, c'est bon. Les industriels annoncent pour 2021 les premiers microprocesseurs gravés en 3 nanomètres, soit 15 atomes de large. Alors, comme on le sait, les microprocesseurs et les processeurs deviennent de plus en plus puissants. Le fondateur d'Intel a déjà dit que les processeurs d'Intel, à tous les ans, doublent de rapidité. Alors, maintenant, on est capable de faire des processeurs qui sont aussi vite, mais de plus en plus, à de plus en plus petits, à l'échelle du nanomètre, de plus en plus petits. Donc, on fait vraiment des microprocesseurs. L'ADN se conserve en effet dans les squelettes près d'1 million d'années. Les généticiens peuvent dès lors reconstituer la totalité d'un génome. On est rendu là au niveau de la génétique. Les généticiens vont encore plus loin. Ils peuvent désormais séquencer nos ancêtres, même en absence d'ossements, à partir de la poussière découverte dans les grottes. Comme les policiers scientifiques analysent les traces d'ADN sur les scènes de crime, la connaissance de notre arbre généalogique en sera considérablement améliorée. Donc, on est capable, je vous donne un exemple, de prendre une poussière de l'homme de Néandertal et reconstituer l'homme de Néandertal
dans la totalité de son génome. Donc ça va être une connaissance futuriste encore plus approfondie au niveau de notamment notre phylogénèse ou notre anthropologie humaine. Fait qu'on va vraiment se perfectionner là-dedans parce que la science évolue. Pas rien que la science en évolution, ça, ce livre-là, le pro, l'évolution présentement a augmenté de même. Présentement, depuis que Alan Turing a trouvé la machine d'Enigma, a décrypté la machine d'Enigma, on est vraiment d'une évolution exponentielle présentement. Même si ça paraît pas, parce que c'est dur à voir, on est vraiment d'une évolution exponentielle. Notamment et surtout grâce aux technologies NBC et à l'intelligence artificielle. Nous allons longtemps encore continuer à disposer d'une puissance de calcul toujours plus grande. La lecture de notre ADN, dont le coût a été divisé par 3 millions en 10 ans, le séquençage des chromosomes des fossiles des espèces disparues, l'analyse de la trajectoire et de la composition des exoplanètes, la compréhension de l'origine de notre univers, les voitures autonomes. Tous les programmes sont déjà faits. C'est-à-dire que tous les programmes pour envoyer des voitures autonomes est déjà fait. La Google Car a atteint des millions de kilomètres aux États-Unis sans faire une seule accident. Voiture autonome, certains futuristes et transhumanistes disent que ça se fera pas, mais ça c'est la minorité. La majorité disent que ça va arriver parce que on va pouvoir boire au volant, on va pouvoir au Canada probablement en fait je vois pas pourquoi et ça se fera pas, mais bon, les gens vont pouvoir fumer du cannabis au volant, il va plus avoir d'accident. On va sauver des millions de vies avec les voitures autonomes. Alors, je vois pas pourquoi on le fera pas. Économie d'essence, écoutez, tous les avantages vont être là. Alors, comme encore une fois, la Google Car, millions de kilomètres, pas un accident. Alors, on se dirige vers les voitures autonomes. C'est une question de temps. Chapitre 2. Les apôtres et de l'IA et la nouvelle évangile transhumaniste. L'homme devra pouvoir réaliser ce que seuls les dieux étaient supposés pouvoir faire, créer la vie, modifier son génome, reprogrammer son cerveau, conquérir le cosmos et euthanasier la mort. Les grands acteurs et architectes de ce projet sont les leaders entrepreneuriaux à la tête des empires que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, les désormais célèbres GAFA. Donc GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, rejoints par Microsoft et de leurs homologues asiatiques, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Alors, je m'explique, ce sera pas long, là, j'étais à nul. Je sais que c'est dégueulasse, mais là, j'avais le nez bouché. OK. Alors, vraiment, ça, c'est important. GAFA, BATX, le futur. OK? BATX, c'est les grands empires du futur qui détiennent toutes les informations d'Internet avec les GAFA. Bon, GAFA, Google, Facebook, Google, Apple, Facebook, Amazon, Silicon Valley, États-Unis. BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Chine. Alors, États-Unis, Chine, prochaine puissance mondiale. Même la Chine, c'est la Chine en fait qui va être la prochaine puissance mondiale. Les États-Unis ne seront pas très loin derrière, mais c'est les deux prochaines puissances mondiales, je vais vous expliquer pourquoi. Nous pensons que le smartphone est le degré ultime de la supériorité technologique de l'homme sans comprendre qu'il est en réalité l'outil de sa transformation radicale, voire de sa vassalisation. Je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des grandes applications informatiques sont désormais issues de la recherche en IA. Nous avons la législation la plus protectrice des consommateurs et de leur intimité du monde entier. Ça, c'est nous avons, c'est... en Europe, ils ont la législation la plus protectrice des consommateurs et de leur intimité du monde entier. L'IA est la source de tous les poids au 21e siècle. Bien important de le comprendre. Donc, encore une fois, il y a une IA faible, il y a une IA forte. L'IA faible est limitée au sens où elle effectue ce qu'on lui a appris à faire dans un domaine déterminé. Elle est puissante, mais elle reste sous contrôle humain. Elle est nourrie, là je vais l'expliquer, si je le répète plus tard, c'est pas grave. J'en reviens sur les BATX et les GAFA.
avec les milliards d'informations, on nourrit l'intelligence artificielle. Okay? Ils n'ont pas de processus d'apprentissage qui prennent des années comme nous autres. Là. Ça rentre. Okay? Une fois que c'est rentré, ça sort pas. Donc la mémoire n'est pas perdue. Okay? C'est des ordinateurs à la base. Là. Alors, l'information est par millions au niveau de l'IA. Et c'est cette grande boule d'informations qu'on prend par les BATX et les GAFA, okay, par Google, blablabla, Amazon, okay, que ça fait une grande boule d'informations pour former une intelligence artificielle. Alors présentement, on a l'intelligence artificielle faible, comme je viens de vous dire. L'intelligence artificielle forte sera une intelligence super puissante, d'accord? Plus d'informations, milliards et milliards d'informations, et qui surtout aura conscience d'elle-même, conscience au sens humain du terme, elle pourra développer son propre projet, échappant ainsi à ses créateurs. Ce n'est heureusement pas pour tout de suite. Bon, une intelligence artificielle forte, ce n'est pas pour tout de suite, c'est difficile de prévoir l'avenir, bien entendu. Et ils vont, même si je vais vous donner plusieurs dates dites par des milliardaires comme Elon Musk, Bill Gates ou Mark Zuckerberg, mais le futur est difficile. Donc, IA forte, IA faible, IA forte. Les deux pays les plus robotisés du monde sont le Japon et l'Allemagne où règne le plein emploi. Alors, je vais en profiter pour dire que où c'est que l'automatisation, c'est que il y a justement la robotique et du coup l'intelligence artificielle, c'est là qu'il y a le moins de chômage. Alors, contrairement à ce qu'on dit, en tout cas présentement, ce que la réalité nous montre, c'est que les pays les plus développés au niveau de l'intelligence artificielle et au niveau de la robotique sont eux qui ont le moins de chômage. Dont la Scandinavie, le Singapour, Silicon Valley, la Chine, une partie de la Chine du moins. Alors, important de le comprendre. Notre civilisation repose d'or et déjà sur l'IA et chaque jour qui passe accroît cette dépendance. Pour l'avenir de vos enfants, conseillez à vos amis d'investir dans l'IA, mais pour l'avenir de votre patrimoine, soyez plus conservateur. Ça prend un équilibre des deux. Hein? Bill Gates estime qu'un nouveau virus pourrait tuer 30 millions d'êtres humains la première année face à une telle menace. Seul l'IA pourra trouver rapidement une solution. Donc, encore une fois, l'intelligence artificielle, par ses milliards d'informations sur, par exemple, un virus en question qui pourrait arriver n'importe quand, finalement, c'est seul, finalement, comme j'ai dit, les milliards d'informations, en tout cas les milliers d'informations au moins, dans l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse elle-même décrypter vraiment un remède, par exemple, ou un vaccin contre un virus. Fait que vraiment, on dépend encore une fois de l'intelligence artificielle. Le juge lui-même sera demain assisté par l'IA. Pourquoi? Ça revient au même. L'IA va pouvoir mettre une quantité phénoménale de connaissances juridiques des lois, des droits humains. Donc, par cette grande connaissance-là, pour l'instant, elle est faible, donc elle ne sait pas penser, c'est pas bon le sens critique, elle n'est pas encore là, tout ça, mais elle va pouvoir assister le juge dans les cours dans le futur. Peut-être pas pour demain, mais ça va y venir, c'est une question de temps. Bientôt, c'est elle qui décidera ce qui est vrai et ce qui est faux. Cela pose un énorme problème de sécurité à long terme. Nous voyons le monde au travers des yeux de l'IA. Pour nous mettre à la hauteur, nous devrons emprunter les bris d'IA pour embarder notre cerveau. Le débat éthique et philosophique ne fait que commencer. La Silicon Valley travaille activement à développer ces technologies. Selon Ray Kurzweil, le gourou du transhumanisme chez Google, que c'est vraiment lui qui est présentement, en tout cas, pas mal en haut du transhumanisme, ok? Donc, le gourou du transhumanisme chez Google, une authentique IA dotée d'une conscience écrasant l'intelligence humaine devra émerger dès 2045 et sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion de tous les cerveaux humains parce qu'elle aura presque la totalité des informations. Du moins celle des BATX et des GAFA. Donc, bon, lui il dit 2045, on verra, ok. Mais c'est pas un clown, encore une fois, Ray Kurzweil. Là. C'est un millionnaire, je sais même pas, lui c'est milliardaire probablement, hein, si c'est une des têtes de Google. On sait que Google c'est l'entreprise, une des entreprises la plus
vertigineuse du monde, avec les plus grandes inégalités de salaire. Certains gagnent des millions par année, certains gagnent des millions par mois. Parce qu'ils prennent les cerveaux de la planète pour les centraliser justement dans Google, pour justement développer l'intelligence artificielle et tout ce qui est vraiment là, au niveau du monde scientifique. On fait une exode des cerveaux aux États-Unis. Puis d'ailleurs, la Chine va le faire dans le futur, bien qu'ils ont déjà des quotients intellectuels beaucoup supérieurs à l'Occident présentement. Dans environ 15 ans, Google fournira des réponses à vos questions avant même que vous ne les posiez. Google vous connaîtra mieux que votre compagne ou compagnon, mieux que vous êtes probablement, affirmant déclaré Ray Kurzweil, lequel est également persuadé que l'on pourra transférer notre mémoire et notre conscience dans des microprocesseurs dès 2045, ce qui permettra à notre esprit de survivre à notre mort biologique. L'informatique et la neurologie ne fera qu'un. Ça fait quand même des petits frissons ces bras-là. Leur mission est de sauver l'humanité. Ah ouais, je vais lire la phrase avant. En tout cas, les gourous de la Silicon Valley ont non seulement les moyens de leurs ambitions, mais sont en plus habités d'une conviction messianique. Leur mission est de sauver l'humanité, même si aux yeux des bioconservateurs, elle la conduisent à sa perte. Alors, c'est bien important de comprendre que le futur, c'est pas la gauche puis la droite, là. Le futur, c'est pas la souveraineté non plus d'un État. Le futur, c'est est-ce que tu es dans le camp des bioconservateurs? Est-ce que tu es dans le camp des transhumanistes progressistes, disons? Ou est-ce que tu es dans le camp de celui qui subit et celui qui fait le spectateur? Ça va être vraiment les trois camps du futur. Une vidéo d'une patiente déjà capable d'écrire 8 mots par minute a été donnée en exemple. Ouais, excusez, j'ai pas dit le contexte. C'est que une patiente souffrant de paralysie sévère a été capable d'écrire par la pensée grâce à l'intelligence artificielle. 8 mots par minute. C'est pas beaucoup, mais c'est sûr que ça va augmenter. Alors, l'objectif de Mark Zuckerberg est plus ambitieux. Avec ses casques cérébraux, chacun d'entre nous devrait être capable d'écrire et de transmettre à la vitesse de 100 mots par minute, soit 6000 à l'heure, ce qui serait 5 fois supérieur à la vitesse moyenne d'écriture sur un smartphone. Alors, par la pensée, on est capable d'écrire. D'ailleurs, l'armée américaine est déjà capable en Afghanistan. Ça, c'est Jean Didier Vincent, en tout cas un des plus grands, si c'est pas le plus grand neurobiologiste en France, qui a dit que, puis ça se fait, hein, on peut faire les recherches, c'est facilement vérifiable, que présentement en Afghanistan, les soldats de l'armée américaine sont capables par la pensée de guider des chars, de guider des drones par la pensée. Alors, vraiment, le contrôle par la pensée, c'est aussi une autre voie de notre futur. Victor Hugo en avait déjà l'intuition lorsqu'il expliquait que les maîtres d'école sont les jardiniers de l'intelligence humaine. L'introduction des appareils de Facebook améliorera certes les techniques éducatives, mais exigera parallèlement une réflexion neuroéthique approfondie. L'école ne doit pas devenir une institution neuromanipulatrice. D'ailleurs, le groupe de Mark Zuckerberg affirme déjà que Facebook ne lira dans vos pensées qu'avec votre consentement. Elon Musk a annoncé en mars 2017 la création de Neuralink, une société destinée à augmenter nos capacités cérébrales grâce à l'implantation dans nos cerveaux de minuscules composants électroniques entrelacés avec nos 86 milliards de neurones, ce qui ferait de nous des cyborgs. Il estime que d'ici 5 ans, son équipe sera capable de connecter les neurones humains à de l'intelligence artificielle pour traiter les maladies neurodégénératives et fournir à une nouvelle génération d'hommes augmentés de meilleures performances intellectuelles et des capacités de mémorisation accrues. C'est en cours, là, Neuralink. Allez voir ça, Neuralink. Microprocesseur dans la tête. C'est pas moi qui l'invente. C'est vraiment sérieux. Elon Musk, là, c'est un multimilliardaire, quotient intellectuel de au-dessus de 160, là, facilement. Vraiment, c'est pas un clown, Elon Musk, là, créateur de Tesla. Alors, c'est lui vraiment là qui. C'est une question de temps, encore une fois, un microprocesseur au nanomètre, là. Microprocesseur, ça va être tout petit, ça va rentrer dans notre cerveau, ça va se passer, là. C'est sûr que ça se passe. Une question de temps. On ne sait pas c'est quand, question de temps. Probablement au 21e siècle, certainement. Elon Musk a déclaré en juin 2016 « Il est urgent d'hybrider notre cerveau avec des puces électroniques avant que l'IA ne nous transforme en animaux domestiques.
Les plus gentils d'entre nous seront nourris par l'IA comme nous nourrissons nos labradors. Alors, l'intelligence artificielle, présentement, nous dépasse au niveau des connaissances, disons. Par contre, on dépasse l'IA si on est capable de se mettre, justement, de plugger notre cerveau avec un microprocesseur, qu'on puisse avoir une mémoire qui soit aussi vertigineuse que celle de l'IA, parce que nous autres, on va être capable de penser, on va être capable d'avoir un esprit, on va être capable d'avoir un sens critique. Là, on dépasserait l'IA. Mais c'est ça qu'Elon Musk dit, il faut vraiment, du coup, être des transhumanismes avec de la robotique mélangée dans nous pour former une sorte des sortes de cyborgs pour dépasser l'IA avant que l'IA nous dépasse. Parce que l'IA, elle augmente comme ça. Fait que nous autres aussi, il faut augmenter, là. Le fondateur de Tesla est-il un illuminé dont on rira dans 30 ans ou le Henry Ford de la nouvelle révolution industrielle qui changera le monde et l'humanité? Ça, le futur nous le montrera. Nos cellules et nos cerveaux seront mis à jour en permanence telle une app de nos smartphones. Comme les applications sur notre smartphone, comme ils disent. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Michel Onfray joue les marchands de peur, tandis que Natacha Polony, journaliste philosophe, veut nous ramener en 1950, un peu avant Poujade. Un peu comme Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour en France. Ce sont des personnes avec des très gros quotients intellectuels. J'adore Michel Onfray. Intelligence vraiment vertigineuse. Même chose pour Natacha Polony, mais on s'intéresse au passé un petit peu. On s'intéresse au présent, au passé, à l'actualité. Mais ce que Laurent Alexandre veut nous montrer, c'est que c'est correct là, de s'intéresser au passé et au présent, mais le futur, là, les grands cerveaux de ce monde, vraiment, pas nécessairement les grands cerveaux de ce monde, tout le monde, oui, c'est correct de s'intéresser au passé, de lire des livres, mais le futur, là, c'est vraiment, vraiment la priorité. C'est ça que Laurent Alexandre et bien d'autres veulent dire. Les bioconservateurs se battent sur des sujets annexes principalement liés à l'évolution des mœurs comme le mariage gay. En revanche, ils n'interviennent jamais sur les sujets neuroéthiques qui sont pourtant beaucoup plus pertinents. Certains bioconservateurs de gauche comme le philosophe Miguel Benassayag, j'ai lu son livre d'ailleurs, l'humaniste, c'est quoi, je l'ai ici, en tout cas peu importe, réclament de mettre l'avenir entre parenthèses, c'est-à-dire de bloquer les technologies NBC. Donc un bioconservateur philosophe, comme bien d'autres. Aux nouvelles générations, il est préférable d'inculquer un goût du futur sans cacher les difficultés qu'elles devront affronter. Donc, il faut vraiment un goût du futur, un goût de la connaissance, voire une réflexion sur la philosophie, le monde qui nous entoure, et ça de plus en plus... c'est de plus en plus une urgence. Être des dieux technologiques, ce n'est pas rien, parce que là, ça commence à ressembler à ça. Okay? Ça commence à être vraiment là. C'est sûr qu'il y en a qui écoutent ce que je dis, puis qui écoutent ce que je lis, puis sont là et complètement fous dans la tête. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Dépassant ce fatalisme, les transhumanistes veulent supprimer toutes les limites de l'humanité et démanteler tous les impossibles grâce aux technologies NBC, dont le potentiel croît de manière exponentielle. La mort de la mort, l'immortalité. Du coup, certains s'estinent et disent que ce serait la mortalité. Bref. L'augmentation des capacités humaines, la fabrication d'intelligence artificielle, la création de la vie en éprouvette, donc avec l'eugénisme notamment, et la colonisation du cosmos sont les 5 premiers objectifs de ce mouvement qui promue l'homme 2.0 ou l'homme-dieu. Alors, c'est vraiment des projets qu'ils vont faire. Puis ce qui est important de savoir, c'est que il y a déjà une base dans la réalité qu'on est capable de voir, on a Internet, ok? Il y a des sources fiables, là. On est capable de voir qu'il y a vraiment une base, puis que ils veulent atteindre certains points qu'on n'est pas rendu là. Mais c'est parce que ça joue à coups de millions et à coups de milliards. Fait que c'est vraiment à prendre au sérieux, vraiment, là. Si vous trouvez ça, présentement, la mort de la mort, l'augmentation des capacités humaines, si vous pensez que c'est impossible, moi je vous dis que avec des milliards, faites attention, hein. Parce qu'avec des milliards, moi je dirais que pas tout est possible, mais pas loin, tu sais. La mort du cosmos serait-elle alors l'ultime frontière du genre humain?
Pour Hassabis, l'IA doit cesser d'être de l'intelligence humaine en boîte, nous devons la libérer. En pratique, il est indéniable que le pouvoir politique est de moins en moins aux mains des élus. Donc on sait que les politiques, nos dirigeants politiques ont de moins en moins de pouvoir. Hein. En réalité, comme je l'ai dit, les autres qui ont le pouvoir, c'est eux autres qui ont les grands centres, les grands empires de l'information. L'empire qui était, il y a quelques années, c'était l'empire américano-sioniste. Présentement, c'est plus l'empire américain et l'empire chinois, hein, avec, encore une fois, les BATX et les GAFA pour les États-Unis. Alors, c'est vraiment eux qui vont avoir le pouvoir. Les poids et les comportements des différents neurones virtuels, il y en a souvent près d'1 milliard, changent à chaque milliseconde, comme des neurones biologiques changent de comportement en fonction de l'expérience et de l'environnement. Cela suppose que les parlementaires comprennent que la vraie loi est produite par l'IA des géants du numérique, que leur rôle est d'encadrer ces derniers et qu'un bon parlementaire est nécessairement un bon connaisseur de l'IA. Apprendre reste pour les humains un processus pénible et lent, comparativement à l'intelligence artificielle qui se fait instantanée. Il est tellement plus facile pour les électeurs de réclamer des solutions simples et pour les politiques d'en proposer. Une des solutions pourquoi on n'explique pas des choses aussi complexes que l'intelligence artificielle pour avoir des électeurs, hein, parce que les politiques, c'est encore d'avoir le pouvoir. Pourquoi mettre ça compliqué? Il parle de quoi, lui? Je vote pas pour lui. C'est même trop compliqué, ça, l'intelligence artificielle. L'appétit de pouvoir de certains hommes politiques les poussera à domestiquer l'IA, qui est un levier de puissance, et la remettre sous contrôle de l'État. Certains vont servir de l'IA, ça c'est sûr. Ils ont entre leurs mains les deux pouvoirs, celui de l'argent grâce à leur immense réserve de cash et celui de la donnée qui fonde le pouvoir politique. Savoir depuis toujours, c'est contrôler. Les institutions traditionnelles sont dépassées, notamment l'éducation. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à trouver des limites. Ça, c'est tout simplement l'histoire du pouvoir à travers l'humanité. C'est dramatique car la science-fiction et les transhumanistes de la Silicon Valley ne peuvent rester seuls à imaginer notre futur. Si nous voulons résister à la vague des régimes autoritaires et trouver un équilibre harmonieux avec les géants du numérique, il faudra réinventer la technologie politique. En outre, ces cerveaux biologiques évoluent peu alors que l'IA voit sa puissance sans cesse augmenter. Donc nous, on évolue comme ça. Mais avec l'IA, on évolue comme ça. Mais c'est parce que présentement, l'IA, là, encore une fois, je sais que je me répète, mais les informations, ça rentre, tac, c'est rentré, là. Vraiment, nous autres, faut, exemple, une page, présentement, il faut que je lise la page. Eux autres, ça va vite, là. Ça rentre, tac, tac, information. C'est vraiment, là, ça augmente plus vite que nous autres, c'est pour ça que c'est à faire attention. Pour cela, il faut dès maintenant profondément revoir l'éducation et la formation. Si l'intelligence artificielle est le problème, elle sera aussi en grande partie la solution. Donc, il va falloir se servir de l'IA, parce qu'elle augmente trop vite, pour améliorer le système par la base. Produire un cerveau humain prend un temps infini. Entre la position du missionnaire et le MBA ou le doctorat du petit, il faut 30 ans. Pour dupliquer une IA, 1 millième de seconde suffit, puisqu'il faut 1000 milliards de fois plus de temps pour produire un cerveau biologique qu'un cerveau de silicium. Nous ne pouvons rester autonomes que si nous avons une stratégie remarquable. Alors que la France a les plus fortes dépenses publiques au monde, c'est le pays le plus inégalitaire en matière de résultats scolaires selon PISA. En 2017, il n'est pas encore trop tard pour se préparer au tsunami neuro-éducatif, mais il y a urgence. Pas juste en France, c'est partout dans le monde. Je vais vous expliquer plus tard, grâce au livre, vraiment l'éducation, comment il va falloir qu'elle soit. 1 million de synapses se créent chaque seconde dans le cerveau d'un enfant de 3 ans. Un rythme que bien sûr l'individu ne retrouve plus jamais ensuite. La petite enfance est le moment où la plasticité du cerveau est maximale. D'où l'importance d'une éducation vraiment stimulante à cette période. C'est bien plutôt de bac plus 5 diplômés en neurosciences dont les enfants auraient besoin. Il n'est pas normal que ceux qui cultivent les cerveaux biologiques soient 100 fois moins bien payés que les programmeurs qui nourrissent l'IA. Il n'est pas excessif de dire que nous sommes bien imprudents, voire masochistes de laisser les quotients intellectuels les plus élevés de la planète éduquer les cerveaux de silicium
tandis que l'école des cerveaux humains est en jachère. Il y a vraiment là un écart à l'autre. Parce que présentement, c'est les plus gros quotients intellectuels de la planète et les hommes du coup qui sont les plus intelligents, qui ont le plus de pouvoir, tout ça est relié, qui sont en train de construire la base de l'éducation de demain. Alors que vraiment, on devrait, chaque pays, par l'éducation, s'y mettre aussi, avec les neurosciences. Il faut travailler sur le sens, l'empathie des compétences que le système éducatif ne développe pas alors que l'esprit critique est plus que jamais utile. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle faible a présentement un sens critique pratiquement nul. La menace de décrochage neuronal de notre population est au fond plus préoccupante que la menace terroriste. En France, 17% des jeunes Français entre 15 et 29 ans appartiennent à la catégorie NEET, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni étudiants, ni en formation, ni employés, autrement dit, perdus dans une impasse totale et ne pouvant placer leur espoir que dans des formes d'allocation pour survivre. Je serais curieux de voir au Québec comment c'est, mais le pourcentage de jeunes qui ne vont pas à l'école augmente, alors qu'on est dans une évolution complètement exponentielle. Fait que ça aussi, c'est vraiment... ça serait à travailler, là, je sais pas, en poussant les jeunes à aller à l'école, ou du moins, faut que les jeunes aient une amour de la connaissance, une amour du futur. Parce que c'est en France, mais c'est partout, là, c'est surtout... c'est vraiment ça l'augmenter les jeunes qui vont pas à l'école, ni formation professionnelle, ni collège, ça l'augmente toujours, ça. Pour diverses raisons, on ne rentrera pas là-dedans. Autrement dit, la performance économique et sociale dépend directement de la qualité de notre système d'éducation et de formation. Évidemment. Et ça va être de plus en plus vrai. L'enseignement doit être décrété grande cause nationale et placé en état d'urgence. Donc, 2020-2035, la première métamorphose de l'école. Vraiment plein de mucus. Très propre. En réalité, l'intelligence sera plutôt pour antiphraser le philosophe la chose du monde la moins bien partagée, et c'est là tout le problème. Un problème qui va être résolu de façon radicale au cours de ce siècle. Alors, on essaie de définir l'intelligence. Parce que c'est important. L'intelligence fait partie de ces termes que chacun utilise sans être capable de le définir précisément. Le mot est dérivé du latin intelligere, signifiant connaître. Le mot latin lui-même est un composé du préfixe inter, entre et légère, choisir, cueillir. Étymologiquement. Voilà ce que l'intelligence. Parenthèse. Très bonne, selon moi, très bonne définition de l'intelligence par Laurent Alexandre. Écoutez bien. Étymologiquement, l'intelligence est donc la capacité à trier les éléments disponibles, cueillir ceux qui sont le plus pertinents et à les lier entre eux. Donc, pas nécessairement d'avoir une énorme quantité d'expérience et de connaissances, mais de pouvoir trier ces connaissances-là pour cibler ceux qui sont les plus pertinentes. C'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Évidemment, comme je viens de le dire, ça prend une connaissance conceptuelle et rationnelle. Elle est ce qui permet de connaître le monde. Encore une fois, tout ce qui est de connaissance. L'intelligence utilise les informations fournies par les sens pour travailler, mais elle est aussi capable de prendre du recul face à elles, d'en déceler le caractère trompeur afin de les interpréter correctement. Par sens critique. OK? Grande quantité d'expérience et de connaissances, trier l'information par pertinence, savoir finalement qu'est-ce qui est vrai ou faux, avec sens critique. Sens critique, c'est partout dans la vie, ça. Je vous apprends rien. Donc, brièvement, c'est ça l'intelligence. OK? Je rajouterais que vraiment, il y a un mythe que je veux ôter, là, parce que c'est quand même assez récent. L'intelligence n'est pas nécessairement d'avoir le plus de dendrites et le plus de neurones entre tes deux oreilles. C'est que la vitesse de traitement se fasse rapidement au niveau de notre système nerveux central. Okay? C'est que, disons, d'une autre manière que, bon, c'est une affaire de neuroplasticité, bien sûr, là, mais c'est que l'électricité, entre guillemets, se fasse bien et vite dans notre cerveau. J'espère que c'est clair.
Les choses ont un rapport entre elles que notre intelligence nous permet d'appréhender, nous permettent de concevoir le réel. Pardon. De notre intelligence nous permettent d'appréhender, nous réalisons des allers et retours incessants entre l'expérience concrète et les règles abstraites qui nous permettent de concevoir le réel. Lorsqu'elle est mise en lien avec l'action, l'intelligence est proche de la définition habituelle que l'on donne de la rationalité. Elle est la capacité de choisir ses moyens d'action en fonction des circonstances pour atteindre au mieux la fin que l'on s'est fixée. L'intelligence est alors caractérisée par l'efficacité à laquelle il sera possible d'atteindre un objectif. Ça aussi, j'espère que c'est clair. Alors, vient le quotient intellectuel. On va en parler plus tard. Encore une fois, non, je l'ai pas dit ça. Mais le quotient intellectuel n'est pas l'intelligence. Par contre, le quotient intellectuel, c'est la neuroplasticité et c'est ce qui permet d'avoir une plus grande intelligence que quelqu'un avec un quotient intellectuel plus faible. Ça, c'est important de le savoir. Je donne un exemple. Quelqu'un avec un quotient intellectuel, disons, de 140 ou quelqu'un avec un quotient intellectuel de 120, si la personne avec un quotient intellectuel de 120 lit beaucoup plus de livres dans sa vie, regarde beaucoup plus de connaissances et a une capacité de jugement critique et de sens critique à trier l'information dans sa pertinence et faire quelque chose, même je dirais au niveau pragmatique de cette information, risque d'être plus intelligente que celle avec un quotient intellectuel de 140 qui lit pas beaucoup de livres puis qui s'en fout un peu de la vie puis du monde qui l'entoure. J'espère que ça aussi c'est clair. On va en parler plus tard du quotient intellectuel. C'est pas comme vous le pensez, vous allez voir. La première chose à préciser est que les tests de quotient intellectuel sont empiriques, c'est-à-dire bâtis à partir d'observations tirées de l'expérience. Il ne faut jamais perdre de vue que le quotient intellectuel est considéré dans ce livre comme une mesure insuffisante et à compléter de l'intelligence. Comme je viens de dire, quotient intellectuel n'égale pas intelligence. Alors, comme vous savez, présentement, c'est plus ou moins ça, là, mais en Occident, brièvement, là, dépend des pays encore une fois, là, disons, en Occident, quotient intellectuel moyen 98. C'était de 100 il y a quelques années. Le quotient intellectuel avait augmenté, il a baissé légèrement pour diverses raisons. Comme disait Serge Larrivée, il y a plusieurs hypothèses. Serge Larrivée, professeur de l'Université Laval, petite parenthèse rapide. Quotient intellectuel peut être réduit par les pesticides, insecticides dans la nourriture, peut être réduit par Facebook, par Snapchat, désinformation, anti-information, peut être réduit par tout simplement tout ce qui est dans le cellulaire, là, tout ce qui n'est pas de connaissance et qui ne fait pas en sorte qu'on se développe des nouvelles dendrites, des nouvelles neurones. Le pot, on va en parler. Pot réduit le quotient intellectuel jusqu'à 8 points. Étude néo-zélandaise, si vous ne me croyez pas, je répète, le hashish, le pot réduit le quotient intellectuel de 8 points. Si vous fumez du pot, disons, c'est surtout si vous commencez à l'adolescence, mais encore une fois, si vous en fumez plus que 4 fois par semaine, ou disons plus que 3 fois par semaine, je vais le répéter tantôt anyway, là, mais plus que 3 fois par semaine pendant 200, quotient intellectuel de 8 points, et ça serait... Le quotient intellectuel, c'est comme perdre du poids ou se construire une intelligence. C'est beaucoup plus difficile à construire et beaucoup plus facile à défaire. Là, il y a l'alcool aussi, je vais en parler, là. Donc, quotient intellectuel moyen en Occident, 100. Présentement, 98. En Chine, 110. Dans d'autres pays inférieurs, on va en parler. Le quotient intellectuel s'est considérablement élevé dans nos sociétés au 20e siècle. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. F-L-Y-N-N. Cela est dû au fait que les individus ont bénéficié d'un environnement intellectuellement plus stimulant qu'autrefois, évidemment, avec l'allongement des études, l'égalité homme-femme et une plus grande attention parentale au niveau de l'éducation. La société propose à l'enfant plus d'informations et de défis intellectuels. Cette augmentation moyenne est également favorisée par de meilleures conditions de vie, notamment une meilleure alimentation. Meilleure alimentation et l'alimentation réduit un petit peu. Mais globalement, on sait qu'on a une meilleure alimentation juste parce qu'elle est plus diversifiée avec les différentes cultures, par exemple.
Le gain moyen en Occident a atteint 3 à 7 points de QI par décennie. Les Pays-Bas, qui disposent des tests effectués sur les appels du contingent, enregistrent une progression moyenne du quotient intellectuel de 21 points entre 52 et 82. Très élevé. La fin de l'effet Flynn en Occident? Point d'interrogation. Le QI moyen à Singapour et à Hong Kong est de 108, 10 points au-dessus de celui constaté en France, 98. Au Québec, ça doit être environ ça, 98. Peut-être 100, bon, c'est autour de ça. Certains évoquent la moindre reproduction des personnes intelligentes, ou plus exactement la facilité plus grande pour les moins doués grâce à notre système de solidarité à se reproduire. Cette entraide est un terrible frein. Oh, il y avait un contexte, pardon. Si en tant qu'humaniste, on ne peut pas s'en réjouir, la qualité d'une civilisation ne se mesure-t-elle pas précisément par la façon dont elle traite les plus faibles d'entre les siens? Cette entraide est un terrible frein à l'eugénisme naturel qui a fait de notre espèce ce qu'elle est. Elon Musk est d'autant plus inquiet de la future puissance de l'IA qu'il est persuadé que notre patrimoine génétique se dégrade. Il confesse: je ne dis pas que seuls les gens intelligents devraient faire des enfants, je dis juste qu'ils devraient en avoir aussi. Et en fait, je constate que beaucoup de femmes vraiment intelligentes ont un seul enfant ou aucun. Ça, c'est un fait sociologique. En général, les femmes avec des hauts quotients intellectuels ont moins d'enfants. Un autre facteur, ou disons plus une hypothèse ou un lien de corrélation, si ça vous aide à comprendre, qui fait en sorte que le quotient intellectuel n'augmente pas beaucoup. Parce qu'on sait que si deux parents de quotient intellectuel élevé qui ont des enfants, lien de corrélation et non lien de causalité, je me répète, ont plus de chances que leur enfant ait un quotient intellectuel élevé parce que plus de stimulation au niveau de l'éducation en général. Bon, il y a vraiment plein de points pourquoi le quotient intellectuel a augmenté et encore plus de points pourquoi il a légèrement diminué. Il y a d'autres raisons pourquoi en Orient, par exemple en Chine, ou à divers endroits de la planète, il est de plus élevé qu'en Occident, ou certains pays de l'Occident. Bon, encore une fois, plusieurs facteurs extérieurs liés à notre environnement qui a fait en sorte qu'on a réduit un petit peu de quotient intellectuel depuis quelques années, notamment les perturbateurs endocriniens, autrement dit des substances chimiques ayant un effet sur notre développement neuronal via l'alimentation de la population serait responsable, comme je l'ai dit. C'est presque une bonne nouvelle puisque cela signifierait qu'il serait possible de remédier facilement au recul du quotient intellectuel. L'obésité, l'excès lipide et la consommation de hashish sont également néfastes pour le tissu neuronal. Quotient intellectuel de 8 points, jusqu'à 8 points au niveau du hashish, comme je vous ai dit. Les innovations technologiques sont le fait d'ingénieurs et de scientifiques à fort quotient intellectuel. Ça, c'est écoutez, là, ça ressemble plus à un lien de causalité qu'à un lien de corrélation, là, ici. Gros quotient intellectuel, c'est souvent eux autres qui ont le pouvoir, c'est souvent eux autres qui... Le pouvoir, c'est pas juste en politique, là, le pouvoir, c'est aussi au niveau des business, au niveau des startups, qui est des entreprises qui commencent, qui prennent de l'ampleur au niveau exponentiel, des Elon Musk de ce monde, des Bill Gates de ce monde, des gens en politique, hein. Gros quotient intellectuel, la plupart du temps, écoutez, très souvent, ils montent dans la pyramide mieux que les autres. Ça commence à être une évidence. C'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. L'intelligence est le levier dont les hommes se sont servis pour maîtriser leur monde. En changeant profondément ce levier, les neurotechnologies vont désormais le transformer. Le cerveau peine à se comprendre lui-même. La preuve, on sait très difficilement qu'est-ce que l'intelligence encore. Aujourd'hui, la science montre que nous n'avons aucun besoin d'âme pour exister. Grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois. Un cerveau humain renferme en moyenne 86 milliards de neurones interconnectés. On parle de 100 milliards. Bon, 86 milliards, je pense, c'est le chiffre le plus exact. Chaque neurone est doté de milliers de connexions synaptiques entre les neurones. Le cerveau traite des informations qu'il reçoit afin d'être capable de réagir à son environnement. En s'efforçant en permanence de comprendre les lois du monde où il évolue, le cerveau poursuit un but
fondamentales permettent à l'individu de survivre et de se reproduire au niveau primitif. L'opération consistant à stocker des données, les mémoires et à les traiter pour en extraire du sens, les règles du monde s'appellent l'apprentissage. On sait un peu comment ça fonctionne. Neuroplasticité, très important. Qu'est-ce qu'en effet qu'apprendre d'un point de vue neuronal, créer des connexions entre neurones? Le cerveau est capable durant toute la vie de supprimer et de recréer des liens entre neurones. En 24 heures, 10% des connexions synaptiques sont remplacées dans certains groupes de neurones. Ce qui caractérise l'identité génétique d'un cerveau donné n'est pas sa structure, car il n'y en a pas a priori, mais bien sa capacité à apprendre, à s'adapter. Le cerveau doit sa grande valeur non pas à ce qu'il est, mais à sa capacité à s'adapter, comme je viens de vous dire. Neuroplasticité, reliée au quotient intellectuel. Là où le livre favorisait la concentration longue et créative, Internet encourage la rapidité, l'échantillonnage distrait et la perception de l'information par de nombreuses sources. Une évolution qui nous rendrait déjà plus dépendants des machines que jamais, accro à la connexion, incapable d'aller chercher une information sans le secours d'un moteur de recherche, doué d'une mémoire défaillante et finalement plus vulnérable aux influences de toutes sortes. Parce que, contrairement à avant, bon, encore une fois, on a beaucoup d'outils avec Internet, avec les smartphones, mais ça, les téléphones intelligents, mais ça marche des deux côtés. On peut aller sur notre téléphone intelligent pour s'informer. Comme on peut se dire, j'ai pas besoin de m'informer, il y a une définition que je connais pas, je vais la voir rapidement, on passe à d'autres choses, ou je vais sur Snapchat, je vais sur Facebook, je regarde des conneries. Vous voyez que la technologie, on peut s'en servir d'une bonne manière pour vraiment évoluer au niveau, par exemple, intellectuel ou au niveau empirique, ou on peut s'en servir pour déconner, puis se vraiment manquer de concentration, parce que guiding, il y a tout le temps des sonneries. On sait, par des différentes recherches scientifiques, on est capable de se concentrer une chose à la fois. Si on est tout le temps en train de texter, bon, on rentrera pas là-dedans encore une fois, mais je pense que par nuance, bien sûr, le téléphone intelligent a beaucoup d'effets néfastes dans notre société, de même que les réseaux sociaux. Bon, mais il y a moyen de bien s'en servir. Je vous invite à bien vous en servir. Vous savez très bien de quoi je parle quand je parle de bien se servir d'un appareil. Regarder les nouvelles, regarder le futur, lire des choses pertinentes, etc. L'intelligence est la poule aux œufs d'or de l'ère des technologies NBC. Alors, je répète, technologie NBC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et les sciences cognitives. Qu'il agisse de le comprendre, de le contrôler, de l'augmenter, de le modifier ou de l'utiliser, le cerveau biologique est devenu le principal champ de bataille de ce siècle. Bien important de le comprendre. Un autre chapitre. La guerre des cerveaux a déjà commencé. Il faut admettre qu'il est devenu aujourd'hui plus que jamais un enjeu de pouvoir. De manière directe, encore une fois pas politiquement correcte, mais je pense que une des définitions aussi qui définit très bien l'intelligence, c'est que les gens les plus intelligents de la planète sont, la très grande majorité du temps, ceux qui ont pris le pouvoir. Dans un groupe, celui qui contrôle les autres, c'est pas celui qui est le moins intelligent. C'est celui qui est le plus intelligent. OK? Ça, c'est bien important de le comprendre. Pouvoir, je dirais pas que ça l'égale l'intelligence. Mais eux qui ont le pouvoir dans le monde sont tous intelligents. C'est seulement ce que je veux dire. Puis le pouvoir, encore une fois, c'est pas seulement dans la politique. Le pouvoir, c'est la capacité de pouvoir justement, disons, contrôler les autres hommes. Par l'argent, par la politique, par les business, par le management, par demain les technologies NBC, par l'éducation, par toutes au niveau du fonctionnalisme, là, toutes les infrastructures et voyons, je cherche donc même les mots. La base de la société ou le haut de la société. Okay? C'est vraiment eux autres, le pouvoir, là, eux autres qui ont le pouvoir sont tous intelligents.
Parce que l'innovation, qui doit tout à l'intelligence, est devenue le moteur de la société numérique. L'intelligence sera plus que jamais la ressource centrale. Plus elle sera développée dans le monde, moins il sera possible de s'en passer. Les universités américaines sont de gigantesques trieuses de talents pour garder les meilleurs naturellement. Ça, ils s'en servent, puis ça a les avantages. Partir de zéro presque. La Chine mène une politique volontariste de développement de son enseignement supérieur et de sa recherche scientifique. Ses dépenses de recherche ont augmenté de près de 300% depuis 2001. Si l'on regarde la tendance et non le classement seul, la Chine s'annonce comme le leader académique dans les décennies qui viennent. Un bon indicateur de la productivité des chercheurs est le nombre de brevets déposés à ce jeu-là. La Chine devient un leader mondial avant les États-Unis. Pourquoi? Diverses raisons. La Chine s'auto-exploitait. Je fais les guillemets, mais il n'y a pas de guillemets là. Les Chinois ne gagnaient pas de gros salaires dans leur propre État par un système autoritaire. Mais là, le système autoritaire s'est dit, oh, attends un peu, là. On va payer notre monde. Alors, Chinois très nombreux en Orient, très gros quotient intellectuel, ils ont des géants numériques BATX, comme j'ai dit tantôt, ils vont augmenter plus vite que les États-Unis. Là. Alors, prochain leader mondial, la Chine. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. C'est garanti. Là. Avec les chiffres, l'avenir est difficilement. Je vous dis pas que les États-Unis vont être très loin en arrière. La Chine est le prochain leader mondial. Un point, c'est tout. Si les smartphones n'existent plus dans quelques années, ce ne sera pas au profit du retour du téléphone fixe à touche, mais plus probablement d'implants électroniques. La Chine envisage sans problème d'industrialiser la fabrique de l'intelligence biologique, et ce par tous les moyens. Aucun comité d'éthique ou principe de précaution ne viendra ralentir le projet de la Chine. Hein? Et je répète que c'est un régime autoritaire. Donc, l'autorité, dans un régime autoritaire, ça peut être négatif. Globalement, je pense que c'est plus négatif. Vous comprenez quand je veux dire que c'est plus négatif. Bon, vraiment, moins de liberté, etc. Plus de sécurité, peut-être, là. Mais si cette grande autorité, bien qu'il y ait beaucoup de Chinois en Chine, comme tout le monde le sait, je me souviens plus du chiffre, là. Je crois que c'est en haut d'1 milliard, là, mais je veux pas dire des conneries. Le système autoritaire peut décider aussi que leur société augmente plus rapidement parce qu'ils ont plus de contrôle. Alors c'est bien important de le comprendre. Aussi scandaleux qu'il ait pu paraître, le lien entre quotient intellectuel et réussite a pourtant été démontré à de nombreuses reprises. Par différentes recherches, notamment ceux que je connais de Laurent Alexandre, de plein de neurobiologistes, de plein de neurologues, de un au Québec qui s'appelle Serge Larrivé à l'Université de Montréal. Écoute, il y en a plein. Le quotient intellectuel n'est pas ce que l'on pense. Il est adapté, si je fais une parenthèse sur le quotient intellectuel, il est adapté pour chaque culture. Il détermine, contrairement au passé, pas seulement le côté rationnel, disons la partie gauche du cerveau, logico-mathématique, mais les deux hémisphères du cerveau, la culture, le sens critique, le jugement, même il y a un peu d'émotion là-dedans. Alors, le quotient intellectuel est beaucoup plus fiable que ce que la culture populaire pense à partir de sa propre subjectivité. Non seulement un bas quotient intellectuel augmente très fortement les chances d'avoir un revenu faible, mais encore cela augmente les chances de marginalisation sociale. Autrement dit, on va dire le contexte, parfait, on va tout dire ça. S'il est exacerbé à notre époque, le lien entre intelligence et réussite sociale n'a pas attendu le numérique pour exister. Il a été mis en évidence il y a 2 décennies à travers le lien statistiquement avéré entre le QI moyen d'un pays et le salaire moyen des individus qui y vivent. Environ 75% des différences économiques entre les pays. La plus ou moins grande richesse s'explique par le quotient intellectuel moyen de la population. OK? Les chercheurs ont même montré que la relation n'était pas linéaire, mais exponentielle au niveau du quotient intellectuel. Autrement dit, plus le QI est haut, plus il a d'effet sur le salaire.
Un gain de 5 points de QI multiplie le salaire par 1,45. Un gain de 10 points se traduit par un doublement du salaire. C'est pas des... J'ai les sources en bas, là. C'est pas des conneries que je vous dis là. L'IA devient un trou noir qui absorbe une part croissante de la valeur économique. Il faut se rendre à l'évidence, à défaut de s'en réjouir, dans le monde dans lequel nous vivons désormais, quelques gamins au QI de 165 créent plus de richesses pour une nation qu'un million de travailleurs au QI de 95. QI très légèrement en bas de la moyenne. Du coup, les écarts de revenus entre individus à forte et à faible capacité cognitive explosent. C'est pas moi qui l'invente. Regardez la réalité, regardez les recherches scientifiques sur les quotients intellectuels au niveau des ressources scientifiques comme Érudit, comme Eureka. Le QI est pas comme la culture populaire le pense. Là. Hein? C'est pas, c'est vraiment plus fiable qu'on le pense, puis ça a des significations qui se rapprochent davantage vers le lien de causalité que le lien de corrélation, et ce, de plus en plus à travers nos sociétés. Très important de le comprendre. Mais souvent, il traverse l'Atlantique. Encore une fois, ça prend le contexte. Dans la liste des géants d'IA, il n'y a aucune entreprise européenne. Il y a pourtant dans nos pays des chercheurs, des mathématiciens, des informaticiens de niveau comparable à celui des États-Unis et de la Chine. Mais souvent, ils traversent l'Atlantique pour exercer leur talent à l'image de Yann LeCun. La France est capable de former l'un des meilleurs spécialistes au monde de l'IA, mais le système économique ne lui offre pas la possibilité de mettre ses exceptionnels talents au service du pays. Résultat, il en fait profiter Facebook. Pourquoi cet exil des cerveaux? Une fiscalité trop lourde n'est pas le principal handicap. La fiscalité est en réalité très forte en Californie. Quand une technologie apparaît, les Américains en font un business. Les Chinois la copient et les Européens la régulent. Ça aussi, c'est vrai. Pour attirer les chercheurs en France, il faut les payer. Parce que là, présentement, ce qui explique, c'est que même en France, même en Europe, d'ailleurs un peu partout dans le monde, la Chine, présentement plus les États-Unis, disent t'es bon toi, t'as un cerveau, viens-t'en à Silicon Valley, viens-t'en à Californie, on va travailler ensemble. Tu veux des millions? On va t'en donner. En Europe, par exemple, ou juste ici, plus au nord, au Canada, on est désavantageux là, parce qu'on n'a pas les géants du numérique. On n'a pas un centre vraiment d'entreprise et de structures futuristes pour vraiment développer tout ce qui est vertigineux, encore une fois, au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, les cerveaux vont émerger en Europe, aux États-Unis, et demain, pour ceux qui vont parler chinois, qui vont pouvoir échanger avec les Chinois en Chine. Exode des cerveaux. Il y a déjà eu une exode des cerveaux aux États-Unis, mais là, ça va être encore pire. Parce que, pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils payent leur monde, par exemple, par Google, pour des millions. Par exemple, ce qu'ils ne font pas en Europe. Que ce soit les professeurs, les biologistes, les neurobiologistes, peu importe. Ils payent beaucoup plus aux États-Unis, donc ils s'en vont aux États-Unis. 14 années d'espérance de vie séparent les personnes au quotient intellectuel faible de celles au très haut QI. Plus grande espérance de vie, c'est un quotient intellectuel fort. Dans beaucoup de cas. L'intelligence fait vivre plus vieux. C'est ça que ça veut dire. C'est intéressant. Les personnes au fort QI occupent des emplois moins pénibles, ont plus de moyens pour se soigner et ont une vie plus saine, ce qui améliore mécaniquement leur durée de vie. Comprenez? C'est pas juste le quotient intellectuel, là. C'est parce que tu as un quotient intellectuel, tu travailles moins manuellement. Tu travailles moins manuellement, tu te défais moins la santé. Tu te défais moins la santé, tu as plus d'argent, tu travailles moins manuellement parce qu'on sait que tu travailles moins manuellement, plus intellectuellement. Dans le 21e siècle, tu défais moins ta santé. Même que tu te construis un cerveau qui fait que plus que tu as de neurones, plus que tu as dendrites, meilleur que ton cerveau est, plus que tu vas vivre longtemps au niveau neurobiologique. Donc, je sais pas, je l'ai dit, plus d'argent pour t'acheter de la bonne nourriture, plus de temps pour... bon, écoutez, vous comprenez que c'est pas exponentiel. En fait, ça l'est exponentiel. Là.
OK? Si tu travailles manuellement, ben c'est le contraire. Ah, souvent, le monde qui travaille manuellement, ils ont plus tendance à fumer la cigarette, plus tendance à manger mal, plus tendance à blablabla. Bla, bla, bla. Vous comprenez? C'est pour ça que là, plus tu es un QI, il y a des liens qui vont t'aider à vivre plus longtemps. Encore une fois, ça ressemble plus aux liens de causalité, de plus en plus qu'aux liens de corrélation. Alors, intéressant. Une égalité explosive qui va précipiter une crise majeure de l'institut scolaire. Un autre chapitre. Tout ça joue avant 0 ans. OK. L'école est déjà une technologie obsolète. La très fameuse phrase de Montaigne disait préférer une tête bien faite à une tête bien pleine. Vous comprenez ce que ça veut dire. Bon, je pense que je vais arrêter ça là. Je vais prendre une pause pour ma part. J'ai beaucoup parlé. Je suis rendu au tiers de ma vidéo. Donc, je vais faire une autre bout de la vidéo plus tard. Là, il faut que je me repose la tête un petit peu. Alors, je pense qu'il va y avoir... en fait, je suis pas mal convaincu qu'il va y avoir 3 vidéos d'environ 1 heure comme celle-ci. Alors, je vous invite à regarder les autres vidéos si le sujet vous intéresse.